2008, le photographe animalier David Sleta s'est rendu en Indonésie afin de prendre une série de clichés de macaques. Durant une de ces séances, il y a l'un d'entre eux qui aurait volé son appareil photo pour prendre une série de clichés, dont plusieurs selfies de lui-même. Si cette aventure relève a priori d'une sympathique anecdote, elle a posé des questions philosophiques et judiciaires lorsqu'est venu le temps de reconnaître qui était l'auteur de ces photographies, entre le macaque ou justement le photographe. Est-il possible de reconnaître des droits d'auteur à un être non humain? Et si oui, selon quelle modalité? C'est ce genre de questions qui touchent la philosophie politique auquel peut répondre l'ouvrage Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, écrit par Sue Donaldson et Will Kymlicka, dans lesquels il propose des obligations concrètes que les humains devraient avoir envers les animaux, des obligations issues de la théorie de la citoyenneté. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Valérie Giroux, juriste et chercheuse en éthique animale. Madame Giroux, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci de me recevoir. Pour entrer dans le vif du sujet concernant les statuts dont pourraient et devraient bénéficier les animaux, commençons peut-être par un petit portrait du statut juridique actuel dont les animaux bénéficient au Québec et au Canada. Est-ce que vous pourriez nous faire rapidement un petit résumé du statut qui s'applique à eux en ce moment? À l'heure actuelle, au Québec, les animaux n'ont aucun droit. Leur statut est celui de propriété. Suivant la Summa Divisio héritée du droit romain, le droit civil québécois divise le monde en deux, les personnes d'une part et les choses d'autre part. Les animaux ne sont pas des personnes, si bien qu'ils sont des choses. En dépit du fait que le législateur, en 2014, il me semble bien, a apporté une modification au Code civil du Québec, reconnaissant, affirmant, déclarant que les animaux ne sont pas des biens et qu'ils sont des impératifs biologiques, ça ne change pas le fait qu'ils sont toujours soumis au régime de propriété qui, normalement, s'applique aux biens. Alors, on s'entend qu'ils ne peuvent pas, à titre de choses, autant qu'ils ne seront pas des personnes, disons, ils ne peuvent pas être titulaires de droits en bonne et due forme. Au niveau, ça ne veut pas dire que leur bien-être ne peut pas être protégé. On a au Canada d'abord des protections, le Code criminel canadien qui les protège contre les traitements cruels, contre la négligence grave, par exemple, mais ça ne dépasse jamais, disons, les actes les pires, si on veut. Le droit canadien, le Code criminel canadien prévoit qu'on ne peut pas faire du mal, causer de la douleur à un animal sans nécessité. On ne peut pas non plus le tuer sans excuse légitime. Or, ça signifie tout simplement, la façon dont c'est interprété, c'est que toutes les méthodes d'exploitation qui s'éloigneraient de ce qu'on fait normalement ou usuellement au sein d'une industrie, elles pourraient être considérées comme cruelles ou non nécessaires. Mais tout ce qui est conforme aux méthodes courantes, à ce qu'on fait normalement, eh bien ça, c'est pas remis en question. Donc, même si un certain usage, lui, ne peut pas être considéré comme nécessaire, ça ne pose pas problème au sens du droit. On considère quand même qu'il ne s'agit pas de cruauté. Donc, faire souffrir terriblement un animal dans le cadre d'une activité de chasse sportive, par exemple, ou pour tester des cosmétiques ou pour l'alimentation, par exemple, bien, ce n'est pas un problème, même si on pourrait très aisément aujourd'hui se passer de ces activités-là, qui sont ultimement des activités de pur divertissement, du moment qu'on respecte la manière de faire qui est courante dans l'industrie. Alors, c'est le statut juridique actuel des animaux en dépit des modifications qui restent symboliques qui ont été apportées récemment au droit civil québécois. Et c'est là toute l'originalité de Zoopolis, dans lequel les auteurs suggèrent qu'il faudrait étendre les catégories de résidence permanente, même de nations souveraines, aux animaux limitrophes et aux animaux sauvages. Donc, on distingue certaines catégories d'animaux dans l'ouvrage. Qu'est-ce qu'une telle proposition impliquerait concrètement? D'abord, peut-être par souci de clarté pour nos spectateurs, quels sont les animaux qu'on dit sauvages versus les animaux limitrophes? En quoi ces deux types d'animaux vont se distinguer? Sue Donaldson et Will Kymlicka ont constaté que chez les théoriciens des droits des animaux, on divisait généralement les animaux en deux grandes catégories, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Or, il y a
il y a beaucoup d'animaux sauvages qui ne vivent pas dans la nature d'une manière complètement séparée des êtres humains, mais qui sont dans nos villes, partagent avec nous, occupent les mêmes territoires que nous. Là, je pense aux rats, aux pigeons, aux souris, aux écureuils. Bon. Et ces animaux-là, donc, vivent un peu comme des animaux sauvages, mais parmi nous. Et ça, c'est quand même une caractéristique, c'est quand même une différence très importante quant aux obligations qu'on pourrait avoir envers eux. Et donc, ils distinguent les animaux qui vivent sur des territoires complètement séparés, qui ne dépendent aucunement des êtres humains, les animaux donc sauvages, qui ne profitent pas de la présence d'êtres humains, au contraire, pour qui les êtres humains sont plutôt des nuisances, et les animaux liminaires qui, eux, ont besoin, en fait, ou profitent des infrastructures des êtres humains sans avoir un rapport d'attachement ou de dépendance envers des êtres humains individuels. Là, Comme un chat ou un chien, par exemple. Un animal de compagnie, lui, peut avoir un rapport d'attachement avec certains individus. Les animaux comme les pigeons, par exemple, peuvent dépendre des citoyens qui les nourrissent. Ça arrive, il y a certains endroits où si on peut imaginer que si les citoyens cessaient de les nourrir, ils seraient vraiment en danger, mais ils n'ont pas une dépendance à un être humain en particulier. Donc, c'est plutôt une dépendance aux infrastructures, une espèce de mutualisme qui implique des obligations d'une nature complètement différente de celles qui valent dans le cas des animaux domestiqués ou qui devraient valoir aussi dans le cas des animaux sauvages. Et quel statut accorder aux animaux qu'on a tendance à qualifier de nuisibles? Je pense notamment à ceux qu'on cherche à éliminer, les moustiques, les poux, même, on parlait des rats parce qu'il y en a qui veulent exterminer les rats. Donc, on parle, bon, c'est des animaux limitrophes, mais les animaux parasitaires, est-ce qu'ils en parlent dans l'ouvrage? Est-ce qu'ils leur réservent un statut particulier? Bien, la théorie politique qui est défendue par Sue Dunson et Will Kymlicka, à ma connaissance, s'intéresse aux animaux sentients. Ce sont eux qui sont considérés comme ayant des intérêts qui méritent ou qui doivent être protégés par des droits. Si bien que dans la mesure où certains insectes, par exemple, ne seraient pas sentients, c'est-à-dire seraient incapables de conscience subjective, de ressentir les choses de manière positive ou négative, eh bien, il n'y aurait pas d'intérêt, donc ne seraient pas concernés par la théorie. Mais pour ce qui est des souris, par exemple, des rats, bien là, c'est évidemment des êtres sentients. Maintenant, il n'y a plus aucun doute à ce niveau-là. Et ces animaux-là, oui, méritent donc qu'on leur octroie certains droits particuliers qui vont au-delà des droits dont devraient profiter tous les êtres sentients. Parce que la théorie commence par la reconnaissance des droits les plus fondamentaux à tous les êtres sentients en tant qu'êtres sentients. Ce sont des droits qu'on dit négatifs, c'est-à-dire des droits de ne pas subir certains traitements, comme être torturé, être mis à mort, être asservi, par exemple, mais selon leur statut politique qui, lui, dépend de la relation que les animaux ont avec nous, eh bien, ils peuvent mériter des droits positifs qui, eux, là, vont être distincts selon, encore une fois, leur statut politique. Et dans le cas des animaux liminaires comme les souris, eh bien, là, ça devient... la question est complexe parce qu'il y a différents types d'animaux liminaires. Et dans leur théorie, ils vont parler des animaux, par exemple, opportunistes et des autres qui ont plus exotiques, mais... je ne me rappelle plus des termes exactement qu'ils emploient, mais en tout cas, ça va être, dans certains cas, il sera possible, par exemple, il sera légitime, selon eux, de protéger notre maison contre l'envahissement, par exemple, contre le fait que que des souris voudraient y pénétrer pour s'installer. Donc ça serait légitime, comme on a le droit d'empêcher qui que ce soit d'entrer chez soi. Par contre, il y a des limites à ce qu'on peut faire. D'abord, on ne peut surtout pas violer leurs droits négatifs. Encore une fois, il ne s'agirait jamais de les exterminer ou de leur faire du mal. Ça serait hors de question juste en tant qu'être sentient. Mais après, en tant que résident, parce que c'est le statut politique qu'on nous invite à leur donner, à leur accorder, eh bien, ces animaux-là devraient pouvoir, une fois qu'ils sont installés, qu'ils occupent certains lieux, bien là, ils ont un droit de rester sur ce territoire-là. Donc, une fois qu'ils sont installés dans nos maisons, la question se complexifie parce qu'on partage le territoire et on ne peut pas simplement considérer nous estimer autorisés à les chasser de là. Voilà. C'est là où les droits finissent par se confronter, bien, comme dans le droit normal aussi, de toute façon. Il peut y avoir, c'est ça, des conflits, mais c'est le cas dans les affaires humaines, en effet. C'est ça, exactement. Bien souvent. Les auteurs de Zoopolis proposent également de faire des animaux domestiques rien de moins que des citoyens. Qu'entendent-ils par animaux domestiques, à savoir est-ce qu'on parle seulement des chiens, des chats, bon, des animaux qui sont nos compagnons du quotidien,
Ou est-ce que cette dénomination va concerner aussi tous les animaux d'élevage, comme les vaches, les poulets, les cochons, etc.? Donc, est-ce qu'on parle vraiment d'animaux domestiques au sens large dans ce cas-ci? Oui, en effet, on distingue les animaux les animaux de compagnie qu'on utilise qu'on traite comme des membres de la famille, qu'on utilise pour leur compagnie, justement, et les autres animaux qui ont subi le processus de domestication, c'est-à-dire qui sont devenus différents comme espèces au plan morphologique, comportemental, génétique des espèces desquelles ils sont issus. Et ces animaux-là ont en général la particularité, donc tous les cochons, les moutons, même certains poissons d'élevage vont avoir la particularité de ne pas craindre, par exemple, la présence des êtres humains, même chercher le contact avec les êtres humains. Comme on peut constater. Tout comme les chats, disons, on sait que les vaches ou les cochons peuvent être des animaux extrêmement affectueux, qui s'attachent aux êtres humains, qui ne présentent pas une menace pour nous non plus, qui n'ont pas beaucoup d'agressivité. Ils ont été sélectionnés précisément pour leur docilité, mais ça a l'avantage maintenant de faire en sorte qu'ils ont le potentiel de pouvoir vivre parmi nous sans nous mettre en danger, sans mettre ce qui serait leurs concitoyens en danger. Ils peuvent se plier à certaines normes sociales quand on les socialise correctement, oui. Si bien qu'ils ont un peu toutes les dispositions qui leur permettraient de vivre parmi nous à titre de co-citoyens. Et concrètement, qu'est-ce que signifie, selon les auteurs, une citoyenneté à part entière qu'on accorderait aux animaux domestiques en termes de droits, même en termes de pratiques, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? C'est une grosse question quand même. Mais... Oui, bien d'abord, il faut penser que ne serait-ce que parce que tous les êtres sentients auraient dorénavant des droits négatifs, on oublie toutes les formes d'exploitation, de mise à mort. Donc, déjà, le paysage serait... notre manière de nous comporter envers les animaux serait très différente. On ne pourrait plus les exploiter pour les manger, évidemment. Donc, il y a beaucoup de transformations qui seraient déjà acquises, ne serait-ce que... sans parler encore de statut politique, de droits politiques. Mais les droits positifs qui seraient accordés aux citoyens leur permettraient de vraiment... pouvoir participer à la co-construction de notre organisation sociale, d'avoir un droit de parole, d'avoir, si je puis dire, au sens où l'idée serait de leur offrir des moyens d'exercer leur agentivité assistée, c'est-à-dire de leur donner des choix, des occasions, de trouver des façons de les consulter réellement pour en faire des vrais participants aux décisions publiques et de prendre donc les décisions non pas seulement pour eux, mais avec eux et d'aménager, disons, nos espaces et nos manières de leur offrir certains choix le plus possible afin qu'ils puissent donc exercer leur agentivité. Donc on ne peut pas à l'avance, et les auteurs sont très prudents à cet égard-là, imaginer exactement ce dont aurait l'air la zoopolis, puisque on ne sait pas, on ne peut pas savoir à l'avance comment les animaux décideraient de s'impliquer ou non dans les décisions qui seraient prises. Alors, c'est très difficile de tout prévoir, mais il s'efforce quand même de donner certaines pistes, d'explorer certaines choses, et c'est très stimulant, je dirais. Donc, concrètement, ça voudrait dire de partager l'espace urbain non seulement avec nos compagnons tous les jours, mais aussi avec les animaux qu'on a tendance à ne pas croiser, notamment les animaux de la ferme. Oui, ça pourrait vouloir dire ça, si les animaux de la ferme, oui, les animaux d'élevage, disons, si effectivement on devait devenir des concitoyens, peut-être qu'ils choisiraient de rester vraiment parmi nous, peut-être aussi qu'ils préféreraient s'isoler, rester un peu plus entre eux. Bon, il faudrait voir comment ça se passe tout ça, mais admettons qu'en effet, ils sont bien dans nos contextes urbains comme ça, bien, ça impliquerait de réaménager les choses de manière à ce que leur vie soit pas en danger. Par exemple, il faudrait peut-être remettre en question l'idée d'avoir des voitures parce que s'ils ne peuvent pas comprendre la signalisation, voilà, peut-être que ce serait préférable de changer en tout cas certaines choses, ce qui pourrait aussi profiter à certains êtres humains aussi. On sait qu'il y a beaucoup d'accidents de la route, peut-être que se soucier davantage des intérêts de nos nouveaux concitoyens non humains, ça aiderait aussi, ça améliorerait aussi le sort peut-être de certains êtres humains. Ça serait en tout cas intéressant de voir. La proposition est intéressante, mais c'est sûr que ça pose quand même aussi beaucoup d'enjeux, pas seulement des enjeux juridiques, des enjeux pratiques. Et en fait, j'aimerais peut-être qu'on aborde justement ces enjeux-là qui pourraient se poser dans le cas d'une zoopolis, à savoir notamment les enjeux de la reproduction, parce que ici, on a un chat qui peut avoir
avoir beaucoup de descendants en un espace de temps très court. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça voudrait dire de laisser aller les animaux librement, de les laisser se reproduire librement et de faire avec, ou au contraire, de contrôler leur reproduction, notamment d'une certaine façon? Est-ce qu'on ne se retrouve pas là, rapidement envahi par des chats ou par des souris ou par vraiment les animaux qui peuvent se reproduire au-delà des ressources disponibles? Ah, c'est une très bonne question, une question difficile. Les auteurs de Zoopolis ont pensé leur théorie en opposition, si on veut, ou d'une manière critique de la position dite extinctionniste qui valait jusque-là. En fait, parmi les théoriciens des droits des animaux, on pensait que puisque la domestication est une institution qui a été injuste, qui a été menée de manière extrêmement injuste, eh bien que la seule façon de rendre justice aux animaux était de prendre très grand soin des individus qui existent déjà, mais de nous assurer qu'il n'y en ait plus dans le futur, de cesser l'élevage, d'en cesser l'élevage et de les empêcher de se reproduire. Or, Sue Donaldson et Wilkie Mlicka se disent que, ben, quand même, empêcher les animaux de se reproduire, c'est de violer possiblement leurs intérêts, de décider pour eux ce qu'ils peuvent, s'ils doivent ou non, s'ils peuvent ou non vivre la parentalité, par exemple. Et ça peut être un problème. En tout cas, si on imagine poser de tels gestes envers des êtres humains, on se rend compte que ça soulève, disons, ça serait très controversé. Alors, je pense qu'ils ont raison de supposer qu'il est fort possible que nos animaux domestiques aient intérêt non seulement à avoir une vie sexuelle épanouie, mais également possiblement à vivre, pour les femelles, des grossesses, à vivre la parentalité. C'est possible. Ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'en effet, comme vous le disiez, les animaux, certains animaux domestiques ont des portées nombreuses et puisqu'ils seraient des citoyens à part entière, ça signifie qu'ils ont un droit à leur juste part des ressources et très rapidement, on ne serait plus en mesure de répondre aux besoins de justice essentielle de tous les de tous les citoyens. Alors, il faudrait de toute manière inévitablement contrôler dans une certaine mesure les naissances. Je pense que le projet consiste à un peu réduire l'aspect, l'intervention dans le contrôle de la reproduction par les êtres humains. On peut, de notre côté, se demander à quel point ça ferait une différence concrètement, puisque dans un contexte de domestication, en tout cas moi, la question que je me pose, si je peux me permettre, c'est comment est-ce qu'on peut envisager le fait de refuser, par exemple, des contraceptifs oraux ou de la stérilisation à un animal n'est pas également une décision que nous, on prendrait pour eux. C'est difficile d'imaginer les questions de consentement, informer qui se posent. Est-ce que l'animal serait capable d'anticiper les implications de son comportement? Est-ce que le simple fait que l'animal va avoir un rapport sexuel implique qu'il a intérêt à vivre une grossesse, un accouchement, la parentalité? Ça ne va pas de soi. Ça me paraît des questions compliquées. Mais je pense que les auteurs sont quand même ont pensé à tout ça, là, évidemment, et ce qu'ils espèrent, c'est que si on prend les animaux au sérieux, s'ils deviennent vraiment des concitoyens, des citoyens à part entière, eh bien, ils vont faire partie, vont être intégrés dans nos sociétés, ils vont avoir des liens avec des gardiens et on pourrait imaginer que, par exemple, une personne proche d'un animal qu'il connaît bien puisse savoir ou en tout cas avoir une idée de ce que cet animal-là a intérêt, s'il a intérêt ou non, finalement, à se reproduire. Selon des critères qu'il va falloir éventuellement établir. Et qui ne sera sans doute pas évident à établir, c'est sûr. Parce que, il faudrait garder sans doute une certaine flexibilité, en tout cas, parce que, oui, contrôler dans une certaine mesure les naissances, mais ensuite être suffisamment vigilant pour essayer de savoir si l'animal dont on prend soin et qu'on connaît bien a intérêt à se reproduire, quand il aura intérêt à le faire, avec qui, il y a vraiment plusieurs questions qui se posent et disons que c'est pas un problème pour les auteurs de Zoopolis puisqu'ils imaginent des relations de toute façon très étroites entre les animaux domestiques et leurs gardiens. Donc, il y aurait cette communication-là, cette complicité-là, la connaissance l'un de l'autre et on pourrait sans doute être
aptes à comprendre quels sont leurs intérêts beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a tendance à envisager le droit, quand on parle justement de la théorie politique qui touche le droit des animaux, on a tendance à l'envisager essentiellement comme le droit à la reproduction, mais c'est vrai que la contraception, de ce point de vue-là, est également un droit. Donc, c'est sûr que ça pose des questions qui sont difficiles à résoudre, mais qui sont quand même éminemment intéressantes, surtout d'un point de vue de la théorie politique. Et comme je suis encore dans les enjeux, parce que là, on a abordé la reproduction, qu'en est-il notamment de la responsabilité civile? Parce que d'un point de vue de la théorie de la citoyenneté, qui dit citoyen dit évidemment des droits positifs, mais également des devoirs, ou en tout cas une forme de responsabilité. Et bon, je suis historienne de formation, je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil à l'époque médiévale dans laquelle on faisait des procès à des animaux qui étaient responsables de la mort de certains humains. Et bon, c'est sûr que ça paraît a priori folklorique, mais ça soulève quand même des questions philosophiques importantes, à savoir concrètement si un chien mord une personne, est-ce que cet animal-là est responsable de ses actes ou dans quelle mesure? Parce que bon, sans nécessairement répondre par oui ou non, il y a quand même des gradations. Donc, est-ce que c'est un enjeu qui est abordé par les auteurs dont ils traitent dans l'ouvrage? Les procès d'animaux médiévaux, oui, ça semble surprenant considérant qu'on envisage maintenant la possibilité de reconnaître la patience morale aux animaux, c'est-à-dire la possibilité qu'ils aient des droits, mais sans pour autant envisager la possibilité de les tenir moralement responsables de leur comportement, comme on tient des personnes humaines adultes neurotypiques responsables de leurs actes. Alors là, c'est tout à fait l'inverse. Au temps des procès comme ça d'animaux, on tenait les animaux responsables de leurs actes sans pour autant leur accorder des droits. Alors, le projet est complètement différent. Disons que ce qui est défendu par les auteurs, c'est que les animaux domestiques, les animaux sentients, de toute façon, sont capables d'intentionnalité, d'agentivité, sont beaucoup plus capables de beaucoup plus d'autonomie, de préférence, de faire des choix, disons, que ce qu'on a tendance à penser aujourd'hui. On les place dans la situation où ils ne peuvent pas faire de choix, si bien qu'on s'accommode du préjugé selon lequel ils ne peuvent pas en faire. Mais si on se donnait la peine de les consulter, de leur donner vraiment des occasions d'exprimer leurs préférences, on peut s'attendre à être surpris par le fait qu'ils ont des personnalités complètement distinctes, des préférences très claires, chacun d'eux. Donc, on imagine donc une agentivité importante. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une agentivité morale pour autant, au sens où ils ne peuvent pas nécessairement, ça ne signifie pas qu'ils peuvent délibérer moralement, ils peuvent s'adapter aux normes sociales, certes, mais de là les tenir moralement responsables de leurs actes, je pense qu'il y aurait un saut considérable à faire et ce n'est pas l'essence du projet. L'idée, je pense, c'est plutôt de reconnaître que les citoyens non humains seraient dans une situation comparable à plusieurs d'entre nous qui avons tous des droits sans pour autant avoir de devoirs ou en tout cas sans pour autant être tenus moralement responsables ou légalement responsables de nos actes. Généralement, on a des mécanismes comme la responsabilité pour le fait d'autrui qui est assumée par le gardien des enfants, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que les enfants n'ont pas de responsabilité d'un point de vue juridique, sachant qu'ils ne sont pas moralement capables encore d'évaluer la portée de leurs actes. Exactement. Donc, on pourrait imaginer des mécanismes semblables pour les animaux domestiques, que ce soit une responsabilité qui est prise en charge collectivement ou par les gardiens de ces animaux-là. On pourrait imaginer aussi des mécanismes pour l'exercice des droits, des mécanismes de tutelle ou de curatelle ou de représentation, en tout cas des mécanismes qui existent déjà pour plein d'êtres humains. Donc, ça ne paraît pas être je pense que ça ne paraît pas être un enjeu, en tout cas, légal ou juridique indépassable. Vous avez fait référence à plusieurs reprises depuis le début de l'entrevue à la consultation, en fait, au fait que les animaux devraient avoir voix au chapitre, on devrait les consulter. Et je me demandais si les auteurs dans l'ouvrage abordaient peut-être des manières justement de les consulter parce que les animaux ne peuvent pas s'exprimer comme nous, on s'exprime. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut aller chercher cette parole des êtres animaux là? Est-ce qu'ils offrent des pistes de réflexion? Oui, les auteurs parlent beaucoup d'agentivité assistée. Je le mentionnais, je pense, tout à l'heure, c'est l'idée que quand on se donne la peine, on est capable de beaucoup mieux comprendre quelles sont identifier les préférences des individus dont on a la responsabilité, dont on prend soin, qu'on accompagne. Et c'est le cas déjà, de toute façon, on dit « nous sommes capables de langage symbolique complexe », mais au fond, c'est une partie d'entre nous, bien sûr. Ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont capables
capables d'un tel langage et pourtant on considère qu'ils sont des citoyens à part entière. Ça ne remet pas en question leur statut donc politique pour autant. Alors, si on imagine que les proches d'un citoyen non humain qui le connaissent bien, qui peuvent étudier son comportement, qui lui donnent des occasions, ça peut être n'importe quoi, hein? Ça peut être, plutôt que de lui donner toujours la même bouffe, ben, peut-être de lui offrir différents types de nourriture et voir qu'est-ce qu'il préfère, de le laisser nous guider quand on se promène avec lui dans la rue ou de voir quels sont les parcours vers lesquels il est attiré, puis d'aménager peut-être nos espaces urbains après en fonction de ces préférences-là que les animaux exprimeraient. Et donc, leur participation, tout comme la participation politique de la plupart des êtres humains, se ferait comme ça au quotidien par l'expression tout simplement de préférences. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même les adultes neurotypiques, on vote peut-être une fois aux 4 ans, mais sinon, le reste du temps, notre participation citoyenne, elle reste dans l'expression de nos préférences. Et ça, il y a moyen de beaucoup mieux les connaître si on se donne la peine, je pense. Il donne des exemples, oui, mais on pourrait en imaginer sans doute énormément plus, bien davantage, et c'est le défi qui nous lance. Puis, de point de vue, je n'ai pas mon dernier enjeu, après, je passe à autre chose. Mais moi, je vais poser la question, puis peut-être que vous avez esquissé un début de réponse en parlant de la responsabilité morale, mais je me questionnais de ce qu'on faisait avec les animaux qui étaient carnivores. C'est-à-dire que, dans la nature, si une nature à l'état brut peut encore exister, bien évidemment, il y a des animaux qui en tuent d'autres pour manger. Et comment est-ce que, en tant que citoyen, ou en tout cas en tant que nation souveraine, on peut reconnaître ce droit-là et dealer avec ça, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est une question quand même qui se pose. Est-ce que les auteurs en parlent? Ah oui, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout? Oui, en effet, ils parlent effectivement du... une des raisons pour laquelle les animaux domestiques sont des bons candidats pour la citoyenneté, c'est qu'ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont dociles, qu'ils ne présentent pas une menace pour nous, qu'ils ne sont pas agressifs et qu'ils n'ont pas besoin d'être nourris d'autres animaux qui peuvent vivre en ayant une diète végétale. La plupart d'entre eux. Donc, à ce moment-là, parce qu'en effet, ce ne serait pas envisageable, les auteurs le reconnaissent, qu'on mette à mort certains citoyens pour en nourrir d'autres. Hein? On s'entend que ce serait pas c'est pas le projet. Donc, alors ça étant hors de question, les citoyens non humains peuvent être citoyens, avoir accès à ce statut-là, parce qu'ils pourraient vivre et même bien vivre sans avoir besoin de se nourrir de leurs concitoyens. Il y a une exception à ça, et les auteurs l'abordent, c'est la question des chats. Ben oui. On sait que on est dans un café où on a plusieurs chats qui se nourrissent probablement de viande. On dit souvent des chats qui sont des obligated carnivores, qui ne peuvent pas, disons, être en bonne santé sans ça. Je ne sais pas personnellement. Moi, je vis avec des chats depuis longtemps qui sont végétaliens et qui se portent très bien. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un peu plus de recherche, parce qu'on sait que la taurine, par exemple, elle peut être synthétisée, qu'il y en a même dans la nourriture carnée de toute façon, de la taurine qui n'est pas d'origine animale. Alors, enfin, c'est pas du tout mon champ d'expertise. Ça reste à voir. Mais les auteurs envisage la possibilité que ce ne soit donc pas possible que les chats soient nourris de manière végétale, par une alimentation végétale. Et à ce moment-là, ils reconnaissent qu'ils ne pourraient pas être des candidats à la citoyenneté. Et dans ce cas-là, il faudrait se rabattre, se tourner vers le projet plutôt extinctionniste par rapport à leur espèce, c'est-à-dire que, ou dans la mesure où ils peuvent être réensauvagés, parce qu'il y a quand même plusieurs chats qui ont gardé, sont assez proches des espèces desquelles ils sont issus pour être capables de se débrouiller correctement dans la nature. Alors là, ces chats-là pourraient être réensauvagés. Ceux qui ne seraient pas en mesure, ceux qui n'auraient pas intérêt à l'être, on pourrait continuer à en prendre soin jusqu'à leur belle mort, mais... sans les faire reproduire. En évitant, c'est ça, qu'ils se reproduisent et faire en sorte qu'on aurait une société mixte humaine, non humaine, remplie de moutons, cochons, vaches, chiens, mais pas de chats. Ah mon Dieu, je pense qu'il y en a beaucoup qui trouveraient ça difficile. Maintenant, on a fait le tour des enjeux. J'aimerais savoir, parce que la proposition que font les auteurs, elle est audacieuse. Elle n'est pas si utopique qu'on pourrait le penser.
Et je me demande comment est-ce qu'elle est reçue par les défenseurs des droits des animaux. Bon, vous avez parlé justement des extinctionnistes. Je ne connais pas beaucoup les courants, mais peut-être dire, est-ce qu'elle fait l'unanimité au sein de celles et ceux qui vont défendre les droits des êtres humains ou au contraire, il y a des points sur lesquels elle est attaquée quand même? La théorie suscite la controverse chez les animalistes, surtout en ce qui a trait aux communautés d'animaux sauvages qui seraient considérées comme souveraines sur leur territoire et au sein desquelles on ne pourrait interférer ou intervenir que de manière très ponctuelle pour aider en cas de menaces très précises, par exemple une bactérie qui se développerait ou une catastrophe naturelle, mais dont il faudrait respecter l'autonomie collective. Or, il y a plusieurs animalistes qui prenant le bien-être des animaux très au sérieux, estiment que les animaux, d'un point de vue individuel, dans les communautés d'animaux sauvages, ne sont pas bien, souffrent énormément de parasites, des éléments, de la prédation, et donc, eux sont plus favorables à une intervention qui pourrait être relativement massive, en dépit du fait que, oui, ça diminuerait l'autonomie de ces collectivités-là, et pensent que, tout compte fait, ils ont un plus grand intérêt au bien-être qu'à la protection de leur autonomie. Donc, il y a une controverse à ce niveau-là au sujet des animaux sauvages. Donc. Mais au niveau des animaux, du projet de citoyenneté pour les animaux domestiques, j'ai l'impression, mais ça c'est ma lecture personnelle, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt très bien reçue même dans le milieu animaliste. C'est comme un vent de fraîcheur, hein, parce qu'encore là, encore une fois, jusqu'à la parution de cet ouvrage-là, on était pris avec l'idée que, en dépit du fait que ça nous attristait, il fallait se faire à l'idée et renoncer à l'idée renoncer au projet de continuer à vivre avec les chiens, les chats qu'on aime tant et peut-être d'autres animaux domestiques. Et là, il nous arrive avec cette solution-là. C'est pas parce qu'on s'est mal comporté jusqu'ici que le processus de domestication a été profondément injuste qu'on ne pourrait pas se mettre aujourd'hui à les traiter justement, ces animaux-là, et à leur permettre d'être complètement intégrés. Alors, je pense que chez les animalistes, c'est très, très bien reçu. Tous ne sont pas d'accord. Je suis la première à avoir des réticences, mais c'est plus de l'ordre ça relève plus de mon pessimisme face à notre volonté notre volonté de changement et notre aptitude à traiter de manière juste des êtres qui pourraient rester particulièrement vulnérables à mon sens. Alors, c'est pas une incohérence de la théorie, c'est pas que je relève, ou c'est pas il s'agit pas de trouver qu'il y a des aspects injustes à cette solution-là, mais c'est plus une question de optimiste, pessimiste par rapport à la bonne foi humaine. Justement, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'un projet comme la zoopolis, tel que proposé par les auteurs, est envisageable à long terme? C'est le projet, je pense, parce que, évidemment, la zoopolis, à court terme, en quelque sorte, elle n'a jamais intéressé tellement les auteurs extinctionnistes, parce que, est-ce que ça vaut la peine de tout changer, de tout modifier, nos aménagements, notre organisation sociale pour la dernière génération, dans le fond, d'animaux qui ne se reproduiront plus? Alors, on n'envisageait pas la zoopolis à court terme. Elle devient intéressante à partir du moment où on abdique le projet extinctionniste. C'est là où on se dit, non, il y en aura justement de la reproduction permise dans une certaine mesure. Les animaux domestiques ne seront pas il y aura des représentants des espèces domestiquées qui seront là dans l'avenir, et c'est dans ce sens-là qu'elle devient une option distincte de ce qu'on avait jusque-là. Alors oui, si c'est réaliste, c'est l'avenir qui le dira. D'abord, il faudrait prendre la décision de effectivement l'essayer, la mettre en application, mais ensuite, il y a d'autres raisons qui pourraient faire en sorte que naturellement, elle se transforme si, par exemple, on voyait que les citoyens non humains voulait utiliser le opt-out. On parle beaucoup de cette possibilité-là qu'il faudrait nécessairement offrir à ces nouveaux citoyens de se retirer, au contraire, de la société mixte humaine-non humaine et faire le choix, s'ils le souhaitent, de vivre quand même relativement indépendants des êtres humains. Alors, si tous les animaux domestiques en viennent à faire ce choix-là, la société mixte se serait terminée, voilà. Elle aurait été alors temporaire, en effet. Mais le projet, initialement, c'est qu'elle puisse ne pas l'être, elle puisse être permanente. Valérie Giroux, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis pour nos auditeurs et nos spectateurs qui veulent en savoir plus, on les invite évidemment à lire l'ouvrage Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, écrit par Sue Donaldson et Will Kymlicka, paru aux éditions Alma, si mes yeux sont bons. En version française. En version française, parfait. D'abord merci beaucoup, et puis on se retrouve bientôt pour une autre capsule de Perspectives citoyennes.